une fois, merci à toutes et à tous de nous rejoindre aujourd'hui dans ce webinaire SCESI intitulé Préférences des patients, perspectives d'usage et freins à leur intégration dans les décisions de santé. Chez SCESI, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur puisque nous sommes spécialisés dans la collecte de données et qui plus est, ces préférences sont des données qui sont assez nouvelles dans leur collecte dans le cadre des décisions de santé et des évaluations des nouvelles technologies de santé. Je vais laisser Jean-Philippe se présenter, qui co-présente avec moi aujourd'hui. Merci Maxime, bonjour à toutes et à tous, ravi de voir autant de monde passionné par ce sujet. Donc moi pour me présenter, Jean-Philippe Bertocchio, je suis médecin et je suis le directeur médical de SCESI et je vais avoir l'immense honneur d'animer ce webinaire avec Maxime aujourd'hui qui va probablement s'introduire lui-même aussi. Merci Jean-Philippe. Maxime Thiebaud, je suis pharmacien de formation et je suis spécialisé en économie de la santé. Je poursuis actuellement chez SCESI une thèse en économie avec notamment l'université Paris-Dauphine sur la thématique du jour, puisque mon sujet s'intitule Intégration des préférences des patients dans les processus décisionnels au niveau individuel et collectif. Donc cette présentation du jour va s'articuler en 4 axes. Tout d'abord, nous allons aborder tout le contexte autour des préférences des patients et notamment les définitions. Ensuite, Jean-Philippe abordera toutes les perspectives d'usage de ces préférences dans le cycle de vie du médicament et dans les processus décisionnels. On abordera ensuite les méthodes pour mesurer ces préférences et enfin, on fera un petit état des lieux de ce qui se fait aujourd'hui. Pour information, il y aura une partie dédiée aux questions-réponses à la fin de ce webinaire. Un channel y est dédié et vous aurez également accès à une VOD, une rediffusion de ce webinaire pour celles et ceux qui souhaitent le revoir ou le partager. Tout d'abord, tout ce qui touche au contexte et définition des préférences. Mais avant d'aborder cette thématique, on va aborder toute la sémantique, tout ce qui touche à la collecte de données. Je pense que dans la culture, la collecte de données, on se dit que ce sont les données qu'on recueille à l'hôpital, mais je pense que ce n'est pas un tout et vous devez vous en douter, puisqu'on a toutes les points de vue patients, notamment avec les PROMS et les PROMS, où respectivement, on va recueillir les résultats perçus et les expériences perçues, mais également d'un point de vue clinicien avec les CROMS. Mais tous ces outils ne sont pas un tout, puisque aujourd'hui, nous allons aborder les préférences. Mais première question, qu'est-ce que sont les préférences du coup? Il faut d'abord partir de la perspective des patients qui sont tous les témoignages, toutes les informations diverses qui sont fournies par les représentants des associations de patients. Ces perspectives des patients permettent de faire remonter des critères patients qui sont les données directement issues des patients eux-mêmes. Donc comme on l'a dit précédemment, c'est grâce à des outils comme les PROMS et les PROMS, mais ce n'est pas tout puisqu'il y a également les préférences des patients. Alors, comment on peut définir les préférences des patients? Ce n'est pas une tâche aisée, puisqu'il existe diverses définitions depuis déjà plusieurs décennies, et si on les prend de manière individuelle, celles-ci ne couvrent pas toutes les dimensions que peuvent véritablement représenter ces préférences. Cette diapositive est assez explicite, notamment sur toute la variété et la disparité dans la définition, et cela peut s'expliquer notamment par la différence de point de vue qui est équivalente du coup au nombre d'acteurs. Il y a autant de points de vue sur la définition des préférences que d'acteurs du système de santé. Et on peut voir dans ces différentes perspectives de points de vue que le terme choix ressort. Sauf que la problématique, c'est qu'il faut savoir distinguer ces deux notions. Donc, d'une part, les préférences et d'autre part, le choix, on va y venir. Donc, les préférences qui a plus une nature interne puisque c'est ce que les individus valorisent en termes d'utilité. Ces préférences sont représentées par une hiérarchisation de différentes options et elles peuvent être déclarées ou révélées. Elles sont également indépendantes, du moins en théorie, des contraintes pratiques et sont relativement stables mais sensibles à l'information au sens large, c'est-à-dire le contexte mais également l'expérience. Si on pouvait traduire les préférences, on dirait que c'est un goût, mais si on pouvait dire une petite phrase, on dirait c'est ce que je voudrais. Il y a également la notion de choix qui est un petit peu en miroir de la notion de préférence, puisque le choix est une nature plutôt externe,
puisque là, on est sur une décision observable, donc c'est la sélection d'une seule option. Ça résulte donc d'un arbitrage entre les différentes options initialement classées, et elles sont directement observables via les comportements, les actes, les décisions. Elles sont dépendantes des contraintes, contrairement aux préférences, notamment les contraintes budgétaires, de disponibilité, de réglementation, mais tant d'autres, notamment la temporalité, et elles sont variables selon le contexte, les contraintes et les biais cognitifs. En une phrase, on peut dire que le choix, c'est ce que je fais, et toute cette diapositive nous rappelle le paradoxe de l'âne de Buridan, qui, pour ceux qui l'ignorent, c'est un âne dans un désert qui a autant faim que soif et qui est situé à équidistance entre un bol d'eau et un bol de nourriture. Sauf que l'âne ne sait pas s'il préfère plus boire ou manger. Du coup, l'âne n'a pas de préférence. Par conséquent, l'âne ne peut pas faire de choix. Et du coup, il connaît un destin tragique. Ça rappelle également la phrase et la théorie de Samuelson, donc un économiste, qui disait que la préférence se révèle dans le choix. Ceci étant dit, donc l'âne de Buridan rappelle également qu'il faut faire la distinction au sein même des préférences de la préférence qu'on déclare et la préférence qu'on révèle. Donc la préférence qu'on déclare, c'est la préférence lorsqu'on interroge un individu, c'est la préférence qui va dicter, qui va énoncer. Alors que la préférence révélée, c'est la préférence qui va être observée dans le cadre d'un choix. Un exemple concret, c'est quand dans la rue, il y a des sondages de rue et on vous demande si vous préférez conduire une voiture électrique ou thermique. Par conviction écologique, vous allez dire que vous préférez conduire une voiture électrique, mais dans les faits, vous conduisez une voiture thermique puisque ça coûte peut-être moins cher qu'une voiture électrique. Et du coup, vous avez énoncé dans préférence déclarée que vous préférez les voitures électriques, mais dans votre choix, vous avez révélé que vous préférez les voitures thermiques. Donc, il faut savoir que les individus ont tendance à surestimer la valeur d'un bien et cela peut entraîner donc des estimations trompeuses sur la valeur et in fine, les préférences qu'on déclare ne peuvent pas véritablement refléter le comportement réel des individus et cela peut du moins freiner leur inclusion dans les prises de décision. Une fois que maintenant nous sommes un petit peu plus familiarisés avec donc la notion de préférence, il faut savoir que ces préférences peuvent être pour évaluer les préférences sur différentes caractéristiques d'une option thérapeutique, d'un acte ou d'une prise en charge sur plusieurs dimensions. Donc les dimensions, on va les appeler attributs. Ces attributs sont divers et variés. On peut notamment mentionner donc tous les avantages cliniques en termes de bénéfices thérapeutiques, mais également les inconvénients, les risques en termes de tolérance, la sécurité, les modes, rythmes et modalités d'administration, de suivi et de prise en charge, mais également la qualité de vie. La notion de coût arrive depuis ces derniers temps à être de plus en plus considérée puisque les patients se demandent maintenant à quel est le niveau de dépense pour la sécurité sociale, quel est le niveau de dépense pour leur prise en charge. Mais ce n'est pas tout, il y a également d'autres dimensions pour chaque caractéristique qui existe pour une option thérapeutique, un acte ou une prise en charge. Je vais donc laisser maintenant Jean-Philippe aborder la thématique donc des perspectives d'usage de ces préférences. Merci Maxime. Alors moi je vais être un petit peu moins conceptuel, un peu plus ancré dans la pratique et dans ce que c'est que quand même l'implication des préférences patients dans la pratique en santé. En fait, c'est important de les considérer parce que en fait les patients ils ont une connaissance empirique de ce dont ils ont besoin, de ce dont ils ont envie et ça va être important de le prendre en compte dans le cadre du soin. Juste après. Et en fait, c'est aussi parce que ce sont les bénéficiaires directement des soins, mais ils vont être impactés par la décision qui va être prise. Donc en fait, on va avoir besoin de savoir quel est leur positionnement, leur préférence dans la décision qui va être prise de préférence de façon conjointe. Et en fait, il y a des études qui montrent très clairement que lorsqu'on prend en compte les préférences des patients, ils vont être beaucoup plus impliqués dans leurs soins et du coup vont être beaucoup plus observants et la qualité des soins va s'améliorer. Donc, la préférence des patients, c'est pas simplement quelque chose qui va être éthique parce que les individus, on va les considérer comme des individus qui prennent part à leurs soins. C'est aussi d'un point de vue sociétal et d'efficacité des soins, quelque chose qui va améliorer la qualité des soins et la pertinence des soins.
Si on réfléchit aux différentes situations, aux différents moments dans lesquels on va pouvoir étudier ou utiliser les préférences des patients dans le développement, par exemple, des molécules en santé, il peut y avoir très en amont dans, par exemple, la recherche clinique, qu'est-ce qui peut être pertinent comme outcome à mesurer, comme résultat à mesurer, comme critères qui vont être déterminants dans la prise en charge d'une pathologie en particulier qui a un impact chez les patients, comprendre ce que les patients attendent, ce pourquoi les patients s'orienteraient en termes de préférence de traitement, de préférence de prise en charge est indispensable parce que si vous n'incluez pas ces conditions-là, ce que Maxime, par exemple, appelait juste avant des attributs, eh bien, vous ne pourrez pas développer les études cliniques interventionnelles qui vont vous permettre de montrer que vous avez un bénéfice dans tel ou tel outcome. Et justement, dans le design des essais cliniques, prendre en compte les outcomes qui sont importants pour les patients et les déterminants de leur préférence va permettre non seulement d'inclure des patients qui vont se sentir plus impliqués dans la recherche en elle-même, mais aussi faire que les résultats de ces essais cliniques vont être plus importants. Pendant très longtemps, on a considéré que dans la recherche clinique, ce qui était indispensable, c'est l'augmentation de la survie. C'est indispensable, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la qualité de vie, il y a aussi, par exemple, la capacité à avoir une activité professionnelle, la capacité à s'occuper de sa famille, la capacité à avoir une activité physique. Les profils d'effets indésirables sont aussi indispensables après derrière. Si on développe des médicaments qui sont particulièrement efficaces pour améliorer la quantité de vie, mais qu'à la fin, il y a une altération avec des effets indésirables, avec une lourdeur du traitement qui est particulière, en fait, les patients le prennent en considération lorsqu'ils vont suivre ces traitements. Donc, c'est important de les prendre en compte dès le début. Et à la fin, ça va être indispensable une fois que le traitement va avoir montré son efficacité dans ce qu'on appelle une décision collective, et ça, on va y revenir avec Maxime sur ce sujet-là. Le payeur, que ce soit l'État, que ce soit les assureurs, la collectivité en général, doit se poser la question de savoir est-ce que ce traitement que je vais prendre en charge, que ce soit une intervention chirurgicale, un médicament, un dispositif médical ou autre, est-ce qu'il répond à des attentes des patients? Est-ce qu'il va être choisi par les patients? Est-ce qu'il va répondre à une préférence qu'ils ont pour l'avoir? Est-ce qu'il va être efficace en vie réelle parce que les patients vont l'adopter? Rappelez-vous ce que j'ai dit juste avant, le fait de faire participer les patients à la prise de décision et de respecter leurs préférences va faire qu'ils vont adopter plus facilement le produit de santé et qui vont donc être plus observants et donc on va révéler l'efficacité de l'innovation en santé. Donc c'est pas la préférence, respecter la préférence des patients, ça n'est pas simplement un truc qui est fun et qui est sympa, c'est un déterminant de l'efficacité de tout notre système de soins. Donc c'est pour ça que c'est indispensable et qu'on voulait en parler aujourd'hui. On voit que les préférences des patients elles peuvent être aussi prises par les autorités réglementaires, et notamment dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché, ou dans les autorisations de remboursement, ou après derrière sur le maintien du prix. Alors on va revenir sur qu'est-ce qui est pris en compte par les autorités ou pas. Mais en fait, ces déterminants-là, si vous êtes capable de montrer, si on est capable de montrer que un choix de telle ou telle technique, un choix de telle ou telle stratégie thérapeutique va être préféré par les patients, va être adopté par les patients. C'est pour ça qu'on parlait de choix, mais moi je parle beaucoup d'adoption aussi, parce que les patients s'approprient leur prise en charge, leur traitement, leurs soins, leurs médicaments, leur suivi, s'ils sont respectés dans leurs préférences. Et en fait, ça va montrer, on est capable de montrer en vie réelle une efficacité et une efficience en fait des soins qu'on va essayer d'aller proposer. Donc, si on est capable de montrer ça, les autorités sont aussi enclines à les prendre en compte et à dire, ben, d'un point de vue collectif, et on n'est pas sur le point de vue individuel, d'un point de vue collectif, ça a une pertinence de prendre en compte ces préférences. Parce que elles vont nous permettre d'adapter et faire ce qu'on appelle de la médecine personnalisée. On peut dire, ben, à équivalence de tous les traitements qu'on a, par exemple sur X ou Y chimiothérapie, sur X ou Y traitement dans cette maladie, ils ont la même efficacité en termes de survie. Ils ont des profils différents d'effets indésirables, ils ont des profils différents en termes de soins, parce que
ça va être des administrations qui vont être différentes, parce que ça va être des éléments de suivi qui vont être différents, parce que ça va être des profils d'effets indésirables qui vont être différents. Mais le fait qu'on puisse avoir un cocktail de ces différents traitements qui vont être adaptés aux situations de chacun et aux préférences de chacun, va faire que chaque profil de traitement va être bien adopté par les patients et va pouvoir révéler toute son efficacité. Et c'est plus la combinaison qui va nous permettre de proposer une médecine personnalisée que le fait d'en avoir un qui va surpasser tous les autres. Et en fait, on est vraiment dans une ère à l'heure actuelle, en 2025, dans laquelle on a beaucoup de traitements très innovants qui arrivent dans beaucoup de pathologies, mais on a aussi beaucoup de traitements dont l'innovation va être de proposer d'autres moyens de prise en charge sans forcément complètement augmenter la survie en elle-même. Et ça, c'est indispensable de pouvoir prendre en compte ces précisions. Donc, d'un point de vue des remboursements, dans les décisions collectives, mais aussi d'un point de vue individuel, puisqu'on a des outils maintenant qu'on peut développer qui vont nous permettre de faire participer les patients dans la décision, de ce qu'on appelle la décision partagée entre les soignants et les soignés, et de dire, mais en fait, pour que vous puissiez participer, il faut que vous ayez un niveau d'information suffisamment important, mais aussi qu'on arrive à faire révéler de votre côté quelles sont vos préférences. Parce que c'est parfois très compliqué d'arriver à faire révéler à quelqu'un ses préférences. Typiquement, Maxime disait, est-ce que vous avez une préférence pour les véhicules électriques ou les véhicules thermiques? Moi, personnellement, je pense que je peux répéter ce qui vient d'être dit, mais je pense que je vous laisse révéler votre préférence entre la vanille et le chocolat. Je pense qu'on est tous d'accord, mais est-ce que vous êtes capable de grader vanille, chocolat, pistache, fraise? Eh bien, en fait, c'est ça qu'on a constamment dans la discussion, dans le soin. On va avoir tout un tas de préférences à faire révéler, qui sont ultra complexes à faire révéler, parce que l'information dépend beaucoup du contexte, parce que ça va dépendre du niveau d'information qu'on est capable d'avoir. Donc ça, je pense que je l'ai abordé. Je vais peut-être aller, oui, bon, sur cette partie-là. C'est un peu ce que je viens de vous dire, hein. Donc il y a la partie entre la différence au niveau individuel et la différence au niveau collectif, hein. C'est ce que je vous illustrais justement. Peut-être passer sur cette partie-là. On pourra revenir s'il y a des questions. Et donc, dans la pratique de tous les jours, quand on est médecin comme moi et qu'on est confronté à des discussions avec des patients, en fait, on se rend compte que il ne faut pas considérer le patient comme une espèce de tout. Et il y a d'un côté, les médecins, ils ont un mode de fonctionnement et les patients, ils ont un autre mode de fonctionnement. On est tous des individus et on a tous des personnalités qui sont différentes et qui dépendent beaucoup du contexte et de la situation dans laquelle on est mise. Et il y a un concept que j'aime beaucoup qui a été développé en psychologie et notamment pas que dans le soin, mais de manière globale, qui est le concept du locus of control. Le locus of control, il est expliqué en gros en trois concepts. Il y en a un qui est en interne, un qui est en externe et un qui est aléatoire. Je vous explique. En pratique, le locus of control, c'est la capacité que j'ai de contrôler mon environnement et les décisions que je vais devoir prendre. Et lorsqu'on a un locus of control interne qui est fort, c'est je décide pour moi-même, c'est moi qui vais décider. Et en pratique, appliqué à la santé, c'est les décisions que je prends vont impacter ma santé et c'est à moi de les prendre. Le locus of control externe, c'est complètement l'opposé. C'est de dire, c'est pas à moi de prendre les décisions, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre pour moi. Le locus of control externe, c'est typiquement moi, vous savez, docteur, je ne sais pas, c'est vous qui savez, c'est vous qui allez décider, je vais faire ce que vous dites. Ou c'est le patient, et là on rentre dans le stéréotype, mais qui arrive en fait très fréquemment, qui arrive avec son épouse et qui dit, vous savez, docteur, c'est pas moi qui gère les médicaments, c'est ma femme. Et donc, qui délègue la totalité de la responsabilité à l'extérieur. Et puis le troisième, qui est le locus of control lié à la chance aléatoire, c'est des gens qui disent, c'est ni vous, docteur, ni moi qui décidez, vous savez, si ça doit arriver, ça arrivera. Et en fait, ce locus of control qui a été beaucoup étudié, notamment en santé, mais aussi en économie et dans plein d'autres domaines, il est non seulement variable d'un individu à un autre, de façon très importante, variable dans le temps. Vous avez le droit de changer au bout d'un moment, de dire là, je veux m'occuper de ma santé, là, je ne veux plus m'en occuper, par exemple. Là, je baisse les bras, ou maintenant, je veux que ça soit vous, ou je veux que ça soit un autre. Mais aussi, il va dépendre en fait de certains domaines. Vous avez le droit, par exemple, en santé, de dire, bah, moi, mon hypertension artérielle, franchement, j'en ai rien à faire, c'est vous qui vous en occupez. Là, pour mon cancer, là, c'est moi qui veux décider. Et ça, c'est pour ça que c'est hyper important d'arriver à mesurer ça et à avoir ce concept-là, de se dire qu'un individu, il faut pouvoir échanger avec dans toute sa complexité et de pouvoir, sur toutes les décisions qu'il va y avoir, savoir dans quelle situation on va se trouver. Est-ce que la personne avec qui on va échanger, elle a envie de prendre toutes les décisions pour elle-même?
Ça, il y en a beaucoup. Est-ce qu'elle a envie de tout déléguer à quelqu'un d'autre? Il faut savoir qui va être cette personne qui va l'aider à prendre cette décision-là. Est-ce que c'est complètement lié à la chance? Et donc l'argumentation et la discussion qu'on va avoir sur la décision d'un soin ne va pas être la même. Donc toute cette complexité, toute cette richesse-là, qui fait aussi la beauté de l'exercice médical, peut expliquer aussi la variance qu'on peut observer dans la prise de décision et lorsqu'on va faire de la décision médicale partagée. Et notamment quand on doit faire révéler les préférences des individus, vous imaginez que c'est pas la même chose entre quelqu'un qui est très affirmé, qui dit bah, moi je sais exactement ce que je veux, je sais exactement où je veux aller, c'est moi qui vais décider pour mes soins. C'est quelque part très rassurant pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et c'est très différent de quelqu'un qui dit, vous savez, docteur, moi que je vous dise ou pas ce que je préfère, on s'en fout, il doit arriver ce qui doit arriver. Vous imaginez que la discussion ne va pas être la même. Et donc c'est ce sur quoi nous on travaille beaucoup, c'est arriver à faire révéler toutes ces préférences-là, notamment en prenant en compte la complexité des individus. Merci Jean-Philippe, c'était très clair et je pense que c'est un bon lien vers toute la partie méthodologie de comment on peut mesurer donc ces différentes préférences, puisque c'est important de le mettre au pluriel. Donc tout d'abord, il existe deux approches possibles, méthodologiques du moins, pour mesurer ces préférences. Donc il y a tout d'abord les méthodes d'exploration donc des préférences, où là on est sur une mesure avec des méthodes qualitatives qui permettent donc de recueillir des données descriptives donc directement auprès des patients. On va voir, il y a plusieurs méthodes pour ça et qui sont in fine utiles pour faire une estimation, un classement et surtout la définition donc, des différents attributs afin donc de derrière pouvoir les mesurer quantitativement à travers des méthodes d'élicitation des préférences. On entend également le terme méthode de révélation des préférences. Mais voilà, préférence déclarée et révélée, ça fait un écho. Donc le terme d'élicitation qui est très utilisé donc, en anglais, hein, donc on l'utilise dans ce cas-là. Et du coup, là, on a des méthodes quantitatives pour recueillir donc, des données quantifiables, mesurables, afin donc, de tester donc, différentes hypothèses et réaliser donc, derrière d'autres analyses statistiques. Et derrière, on va pouvoir donc intégrer ces préférences des patients dans les prises de décision avec des données donc mesurées, robustes et exploitables. Ces deux approches sont donc complémentaires puisque lorsqu'on fait un projet ou une étude autour donc du recueil puis la mesure des préférences, il faut d'abord les mesurer qualitativement afin donc de dresser un support et ensuite les mesurer avec les différents outils validés. En parlant d'outils, donc pour les approches qualitatives, il existe trois grandes méthodes, du moins trois grands domaines de mesures qualitatives dans le cadre de l'exploration donc, des préférences. Il y a tout d'abord donc les méthodes individuelles, ensuite les méthodes de groupe et les méthodes mixtes qui sont un mix entre les méthodes individuelles et de groupe, notamment avec la cartographie conceptuelle. Ces approches qualitatives permettent in fine de promouvoir l'équité en santé puisque ça va garantir que la voix des patients est entendue et prise en compte et ça va donc in fine favoriser l'équité dans l'accès aux soins et les résultats de santé. Il y a également la validation donc, des approches donc, thérapeutiques, puisque ça va aider à prioriser donc, les différentes approches thérapeutiques qui sont du moins les plus acceptables et souhaitables pour les patients, et optimiser la qualité des soins, puisque toutes ces données qualitatives vont informer les professionnels de santé sur tout ce qui est le plus important, du moins ce qui compte le plus pour les patients, et derrière, comme Jean-Philippe l'a très bien dit, faire du soin sur mesure, faire du soin centré sur le patient. L'élaboration également de politiques éclairées est favorisée via cette exploration des préférences, puisque on va avoir une sorte de soutien donc, des différentes politiques publiques, donc les décisions des politiques publiques vont refléter les besoins et les différentes priorités, les attentes des patients. L'analyse qualitative riche apporte donc une sorte de compréhension approfondie et nuancée donc, de ces expériences, de ces motivations et surtout de la valeur perçue donc, et déclarée donc, par les patients. Et que ce soit pour les approches qualitatives et quantitatives, il y a un soutien au shared decision making, puisque là, on va avoir donc des preuves qui sont utilisables pour faciliter le processus de décision médicale partagée. D'autre part, on a les approches quantitatives pour l'élicitation donc, des préférences qui sont bien plus nombreuses, qui, on va dire, rentrent dans différentes catégories de méthodologie, puisqu'on va avoir les méthodes basées sur les choix discrets, les méthodes de classement, les méthodes d'indifférence et les méthodes d'évaluation. On va se focaliser sur une mesure en particulier qui sera la méthode des choix discrets, la DCE, Discrete Choice Experiments, qui est
juste là, où là, dans le cadre donc, d'une DCE, c'est le patient qui fait un choix entre différents scénarios hypothétiques décrivant eux-mêmes un état de santé, un traitement, une prise en charge, caractérisés donc, par différents attributs préalablement classés et définis par des mesures qualitatives. Cette DCE, cette méthode quantitative, va donc permettre de valoriser donc, ces scénarios hypothétiques, de convertir les préférences en utilité, d'évaluer simultanément plusieurs attributs et surtout informer sur le willingness to pay, qui est une donnée assez importante dans les processus décisionnels. Bien évidemment, comme pour tout ce qui est révélation, du moins les approches qualitatives, on va avoir donc tout ce qui touche à l'amélioration de l'engagement des patients, parce que le patient va maintenant être au centre du processus. Il y aura un renforcement du shared decision making, parce que là, on va vraiment avoir donc des données mesurées, quantifiables, robustes, qui vont on va dire, conforter la décision au niveau individuel, mais il y a également la prise de décision éclairée au niveau macro, au niveau donc, des politiques publiques, au niveau du régulateur avec un grand R, puisque là, on a vraiment donc, des données, comme pour le shared decision making, qui sont robustes, mesurées via des outils validés. Et derrière, les données récoltées vont permettre de fournir un soutien aux soumissions réglementaires pour avoir donc encore plus de données issues de la vie réelle et surtout issues des patients eux-mêmes. Je voulais également faire un focus sur le Control Preferences Scale qui a été initialement mentionné directement par Jean-Philippe via le locus of control. C'est que dans le cadre du shared decision making, il a été observé qu'il valait mieux demander à quel niveau d'implication le patient préférait être actif ou passif ou on va dire aléatoire dans la prise de décision au niveau du shared decision making. Donc voilà, donc c'est important également de faire cette méthode de classement, du moins au niveau individuel. Autre point aussi que je n'ai pas présenté sur cette diapositive, c'est que, comme je l'ai initialement dit dans la partie théorique, les préférences sont stables, mais peuvent être influées par l'information. C'est pour cette raison qu'il est très important en amont, avant de mesurer et de récolter la donnée, d'informer le patient notamment sur toutes les définitions des attributs, pour avoir justement donc, des résultats les plus affins, les plus robustes possibles. Nous allons donc aborder donc, la partie finale de ce webinaire, qui sera donc l'état des lieux, et je laisse Jean-Philippe cette partie. On va aller relativement vite sur cette partie, mais en pratique, la question de tout ça, c'est une fois qu'on vous a dit tout ça, qu'on a abordé qu'est-ce que c'est que les préférences, quel impact ça pourrait avoir et comment on le mesure. La question derrière, c'est de savoir très bien comment c'est pris en compte, notamment par les autorités. Je pense qu'il faut avoir en principe que, d'une part, c'est d'emblée vertueux de prendre en compte les préférences des patients dans le cadre de la pratique en soins, qu'on soit médecin, infirmier, kiné ou tout soignant devrait prendre en compte les préférences des patients et être capable de se positionner par rapport à ça et d'adapter son discours. Mais là, d'un point de vue un peu plus collectif, et de dire, OK, qu'est-ce que le régulateur, qu'est-ce que les institutions publiques, qu'est-ce qu'elles prennent en compte? Et là, comme toujours, on a des grandes distinctions entre les États-Unis et l'Europe, mais on voit que l'Europe n'a pas été si tardif que ça, puisque nous, on a commencé à faire des projets dans le domaine de la prise en compte des préférences dès la fin des années 2000. Les Américains s'y sont mis au début des années 2010, ils ont accéléré après derrière, et ils ont fait, notamment récemment, là en 2024, il y a eu des recommandations de la FDA sur comment on peut prendre en compte les préférences des patients, notamment dans toute la vie d'un produit et dans une innovation en santé, ce qui donne quand même beaucoup d'écho à ce qu'on vient de dire ici, donc des décennies de travail sur qu'est-ce qu'étaient les préférences des patients pour que maintenant l'autorité régulatrice principale d'Amérique du Nord sur l'innovation en santé dise il faut le prendre en compte et voilà comment on va le prendre en compte désormais et où ils apportent un gros travail et notamment ce qu'a présenté Maxime juste avant de méthodologie parce qu'on vous a montré que si les définitions sont très variées, les méthodologies et l'application derrière sont aussi tout aussi variées et donc, eh bien, c'est pas la même chose quand on va mesurer les préférences des individus. Eh bien, toutes les méthodologies ne se valent pas et donc, il faut pouvoir faire la part des choses entre ce qui va être de la meilleure qualité et de ce qui va être de la moins bonne qualité. Eh bien, en Europe, on a aussi pas mal avancé sur ce sujet avec essentiellement
les Allemands et le Royaume-Uni qui a beaucoup travaillé sur le sujet, mais la France s'y met aussi progressivement. Nous, on est assez content de voir que c'est des sujets qui sont de plus en plus importants. Et c'est pour ça qu'on a pas mal, travaillé sur le sujet et que on s'inscrit avec Maxime dans la durée sur justement le travail dans l'étude des préférences des patients, que ce soit à la fois pour la recherche, le développement, mais aussi dans le cadre du soin courant. C'est important d'avoir en tête que là, vous voyez, c'est quand même Amérique du Nord, Allemagne, Royaume-Uni. Ce sont des mentalités qui sont très anglo-saxonnes, du coup, où il y a le principe d'utilité est ancré au corps et où en santé, on n'a pas la difficulté d'évoquer eh bien, ce que Maxime évoquait, c'est-à-dire quelle est l'utilité, donc quel est en gros le bénéfice, quel est l'avantage qu'on va retirer d'une situation et d'une innovation en santé. Là où dans les pays un peu plus de l'Europe centrale ou de l'Europe du Sud, on est beaucoup plus orienté sur de toute manière, il faut faire le bien et on fait le bien. C'est un concept qui est important et le bien pour tous. Le concept de préférence des patients, il peut être abordé dans ces deux aspects-là. Un premier aspect qui va être l'aspect très purement économique en disant bah, c'est rentable d'un point de vue économique de le faire. Donc il faut le faire. Et ça, je pense que c'est un peu le concept qu'ont eu nos collègues anglo-saxons. Et puis il y a un concept très éthique qui est le concept plus dont on parlait, qui va être beaucoup dans le soin individuel et qui est un peu plus celui qui peut accrocher pour nous en tant que soignants. Et je pense que les deux ne s'opposent pas. Les deux sont complémentaires et les deux s'appliquent. Et en fait, c'est toute la richesse de ce qu'on peut voir dans les préférences dans la prise en compte des préférences des patients au niveau individuel. Donc d'un point de vue moral, éthique, je pense, qui est important, et d'un point de vue collectif et d'un point de vue beaucoup plus dans la pertinence et l'efficience des soins qu'on va proposer. Et les deux, à mon avis, sont vraiment complémentaires et prendre en compte ces préférences va, à mon avis, apporter beaucoup plus de richesse dans la qualité des soins qu'on a. Bien, donc, je vous remercie donc déjà pour votre attention. J'espère donc que les éléments fournis dans le cadre donc, de cette présentation vous a un petit peu plus éclairé sur la notion et les perspectives d'usage, et voilà, toute la théorie et également la méthodologie autour de la mesure donc, de ces préférences des patients. Et donc, nous allons pouvoir donc, ouvrir le channel donc, des questions. C'est tout à fait ça. Et économiste, mais derrière, ce sont des données qui sont très utilisées, notamment dans le cadre de la médico-économie, hein, dans tout ce qui est l'évaluation donc, de la perspective économique de l'implantation en fait, du médicament, puisque on utilise donc, ces utilités dans le cadre les ACU, hein, donc les analyses coût-utilité, où les préférences ont un réel rôle à jouer en fait, dans le cadre de ces mesures. Aussi, pour tout ce qui touche donc, à la médico-économie dans son ensemble, les utilités dont on se base initialement dans certaines revues de littérature, initialement donc, prennent, on va dire, naissance via donc, des études préférentielles où on permet donc, justement de valoriser, d'estimer donc, cette utilité au plus proche du réel, donc via notamment donc, cette notion de préférence et des mesures étudiées. Perspective patient, c'est assez vaste puisque c'est à la fois ce que les patients projettent et demandent, ce qu'ils perçoivent et l'évolution aussi de ce qu'ils perçoivent. Donc j'abordais le sujet, alors c'est toujours très compliqué parce que je ne vais pas dire non plus que, d'abord c'est pas parfait, hein, je suis comme tous les médecins, je pense qu'on a des zones dans lesquelles des moments où on est bon, des moments où on est un peu moins bon, mais j'essaye en général de laisser une large place à l'expression des patients. J'essaie de capter cette notion de locus of control, j'essaie de l'appliquer le plus souvent possible et d'essayer de comprendre comment vont se positionner les individus. Alors, je ne leur dis pas aussi directement, mais c'est des choses qui, dans l'interaction, on identifie relativement vite et très régulièrement, même si je suis très affirmé dans certains traitements qu'il faut, parce que c'est les données de la science qui le donnent, j'essaie d'exposer les pour et les contre et de leur dire bon, bah, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire
ensemble. Et est-ce que vous adhérez à ce que je viens de vous proposer? Mais très régulièrement, il m'arrive de me planter, hein, et je pense qu'il faut accepter de se planter. Je me souviens très bien d'avoir proposé un des meilleurs traitements qui soit dans une pathologie rare dont je m'occupe. À la patiente, c'était absolument ça dont qu'il fallait, et la patiente n'a pas pu me dire pendant la consultation qu'elle était effrayée à l'idée des aiguilles parce que c'était un médicament qui était injectable, et donc elle s'est retrouvée en pleurs dans un atelier d'éducation thérapeutique dans lequel elle a dû le mentionner. C'était d'autres collègues qui sont revenus me voir et on a rediscuté du sujet après. Donc, il faut le partage avec les patients est indispensable. Il faut, je pense, accepter qu'on ne soit pas parfait. Il faut laisser la possibilité, plein de possibilités pour les patients de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir changer. Et il ne faut pas hésiter à multiplier les interlocuteurs dans la prise en charge, et notamment une infirmière peut apporter une information qu'un médecin peut ne pas avoir. En effet, il est vrai que les études de préférence patient sont faites, mais sont souvent peu de poids ou un minimum ont un rôle descriptif dans le poids de la décision collective au niveau donc, de la HAS. Cela peut s'expliquer notamment par, non pas une réticence, mais peut-être un manque de robustesse dans les différentes études, puisqu'on se focalise sur une préférence et peut-être pas sur toutes les préférences, et surtout comment on les mesure, est-ce qu'on les mesure bien, est-ce qu'on mesure toutes les dimensions pour éviter d'instaurer donc certains biais, notamment les biais hypothétiques et entre les préférences déclarées et révélées. Il y a également, de moins dans la littérature que j'ai observé, il y a un manque d'informations aussi lors de la mesure des patients. Du coup, les préférences ne sont pas vraiment réelles, du moins pas adaptées dans la situation en question. C'est pour cela que, notamment, comme je l'ai dit initialement, il va peut-être falloir renforcer les mesures, et on ne fait pas qu'une mesure de préférence, on fait également une mesure quantitative, donc qualitative puis quantitative, mais également autour de l'information avec déjà ACC, la littératie, la numératie des patients pour voir s'ils ont bien compris et ne biaisent pas du coup l'outcome donc de ces mesures. Et il y a également tout ce qui touche aux caractéristiques de la population et voir s'il n'y a pas, par exemple, une caractéristique basale qui drive certaines préférences, pouvant également donc biaiser l'effet de groupe. C'est peut-être ça aussi qui peut ralentir leur inclusion au niveau de la HAS. Tu as peut-être quelque chose à rajouter, Philippe? Non, 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 moi je suis complètement en ligne avec toi, mais je pense que si on fait un parallèle, par exemple, avec quelque chose, alors où je suis content maintenant que ça devienne un peu un common knowledge, mais si on prend par exemple les informations liées à la qualité de vie, pendant très longtemps, la Commission de la transparence, par exemple, pour les médicaments, avait mis dans sa doctrine que des médicaments qui auraient une efficacité égale, mais s'il y en avait un qui avait une amélioration de la qualité de vie, il pourrait avoir une meilleure évaluation de son ASMR. Eh bien, pendant très longtemps, il y a eu effectivement la même remarque qui a été faite là, hein. C'est-à-dire, on faisait des études, on produisait des études avec des données sur la qualité de vie, et c'était pas pris en compte dans l'évaluation des médicaments. Ça a été remonté, il y a eu des discussions, il y a eu des évolutions, et il y a eu des évolutions notables, puisqu'il y a maintenant des médicaments dont l'ASMR a été réévalué ou évalué une première fois avec un ASMR meilleur que ce qui avait pu être fait précédemment, et notamment grâce aux données de qualité de vie. Donc je pense qu'il y a tout un travail non seulement de la part des industriels ou des CRO comme nous à améliorer la qualité des données qu'on va produire pour mettre dans les dossiers, et il y a une progression de la part des autorités à prendre en charge ces données-là. Donc on avance tous ensemble, et je pense que ce qui est maintenant acquis pour la partie PRO et la partie qualité de vie va l'être je suis assez confiant dans les années qui viennent, va être de plus en plus pris en compte. Nous, on a attaqué des discussions avec certaines autorités qui montrent qu'elles ont une ouverture sur ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que ça va garantir une ASMR 1 pour un médicament parce qu'on aura pris en compte ça, mais je pense que c'est vraiment le sens de l'évolution à l'heure actuelle de l'étranger. D'un point de vue réglementaire, ça dépend.
voilà, effectivement, si vous faites une étude spécifiquement, uniquement sur les préférences patients, où on va collecter de la donnée sur les préférences patients, ça s'articule à une donnée à faible risque pour les patients, donc une étude une recherche qui implique la personne humaine et donc de type 3, RIPH 3, et donc c'est soumis à un avis d'un comité de protection des personnes et une méthodologie de la recherche qui est en général la conformité à la MR 003. Voilà, donc c'est plus léger qu'une recherche interventionnelle, mais ça nécessite quand même un avis d'un comité d'éthique. Après, si c'est articulé avec d'autres types d'études, notamment une étude clinique interventionnelle, et ça peut être fait, et ça fait partie des choses aussi qui peuvent être développées, de dire, ben, en même temps qu'on va développer une stratégie thérapeutique interventionnelle dans laquelle on va mesurer des outcomes d'intérêt, on peut avoir en outcome secondaire hiérarchisé l'étude des préférences des patients et ils auraient préféré plutôt telle ou telle stratégie thérapeutique, ça peut être pris en compte. Dans le cadre du VBHC, donc du Value-Based Healthcare, qui a été développé initialement en Amérique du Nord par Michael Porter sur l'idée de transformer en fait le modèle de santé plus remboursé sur les actes, mais remboursé sur la valeur qu'on apporte. Et dans la valeur qu'on apporte, une des parties de la valeur, ben, ça peut être notamment sur l'amélioration de la quantité de vie, etc., mais aussi la qualité de vie avec des outcomes qui vont être définis conjointement entre les soignants, les soignés et les payeurs. À l'intérieur, on pourrait prendre en compte, alors je ne connais pas de modèle à l'heure actuelle de VBHC qui prenne en compte vraiment la préférence des patients au niveau individuel. En revanche, participent les représentants des patients, notamment les associations de patients, pour définir les outcomes d'intérêt et ceux qui pourraient apporter la préférence des patients. Et de dire, ben, là, typiquement, alors on n'a pas abordé cette partie révélation des préférences collectives, et notamment par les représentants des patients, les représentants des usagers, les représentants des associations de patients, qui sont aussi tout un domaine dans lequel on fait intervenir des représentants pour valider des choses, mais valider des stratégies, valider des indicateurs de clés de résultats. Mais qu'on peut inclure effectivement dans ces stratégies de VBHC. Alors le VBHC en France et en Europe, il y a un petit peu de retard, mais il arrive. Et très clairement, il y a des industriels qui travaillent sur le sujet, il y a l'État qui travaille beaucoup sur le sujet, il y a des régions, des établissements au niveau local aussi qui travaillent beaucoup à développer des modèles qui sont orientés sur la valeur en santé. Alors ça, c'est une question qui est très pertinente, puisque en effet, on n'est pas comme dans les RCT, donc on n'est pas comme dans les essais cliniques randomisés avec un bras de contrôle et un bras actif, hein, un bras expérimental, puisque notamment, donc je prends exemple sur la DCE, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, il existe plein de méthodes différentes qui ont chacune en fait des avantages, également leurs inconvénients, mais surtout qui sont chacune propres et uniques dans leur modalité de méthodologie. La notion en fait de bras contrôle et de bras expérimental n'existe pas vraiment, puisque dans la DCE, les scénarios hypothétiques sont randomisés et affectés donc à différents utilisateurs, à différents patients à qui on soumet le traitement, ce qui du coup mime le bras de contrôle qui se dilue et derrière on a un outcome qui est directement exploitable. Donc il y a pas, voilà, on ne peut pas vraiment faire un miroir avec les essais cliniques randomisés, puisque l'outcome en lui-même, si bien évidemment les modalités de l'étude sur les préférences est bien réalisée, derrière l'outcome est unique. La préférence patient, elle ne va pas se poser pour un patient qui a un accident de la voie publique et qui a sa jambe arrachée sur l'autoroute. On n'est pas en train de se poser la question, est-ce que vous préférez qu'on vous opère ou pas? Ça n'a pas de sens d'aller se poser cette question-là. La question de la préférence patient, elle ne se pose qu'à partir du moment où les bénéfices attendus sont à peu près équivalents et où en fait il va y avoir tous les attributs autour qui vont être à discuter. Et là, pour le coup, où l'implication de l'individu est indispensable pour adhérer aux soins.
la question de la préférence et faire des études en miroir sur la préférence, ça, de mémoire, je ne crois pas que ça a été fait beaucoup entre qu'est-ce qu'un soignant préférerait, ce qu'un patient préférerait. Ça serait intéressant à faire. Mais in fine, est-ce que ça nous apporterait beaucoup d'informations? Parce que la chose que ça révélerait probablement, c'est plus soit le biais de désirabilité qu'il pourrait y avoir de la part d'un patient, c'est-à-dire que si elles sont les deux préférences se finissent par s'aligner, en fait, c'est la préférence révélée du patient, donc plutôt un choix, et qui va du coup s'aligner avec celle du professionnel. Donc, est-ce qu'on est vraiment en train de révéler la préférence d'un individu ou simplement le fait que c'est son choix qui va s'aligner avec celui du professionnel? Ou alors, si on montre qu'il y a une dissension entre les deux, la question qu'on a in fine dans la prise en compte des préférences, c'est plutôt l'efficacité du traitement. Or, on sait que c'est la préférence du patient qui est importante pour son adhésion au traitement. Mais ça peut être une question de recherche sur le sujet. En revanche, la différence de perspective, ça, elle a été déjà montrée dans plein d'études, notamment sur l'appréciation des symptômes, sur l'appréciation de la qualité de vie, sur l'appréciation de l'impact, où très clairement, ça j'ai d'autant plus de facilité à le dire que je suis médecin, que les médecins ont tendance à minimiser les effets indésirables des traitements, là où les patients, en fait, eux, c'est des choses qu'ils vont observer beaucoup plus, où on minimise aussi, par exemple, le temps de travail, on minimise la lourdeur du suivi de la biologie, etc. Enfin, il y a une très belle étude, notamment sur le temps de parole en consultation. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, moi, j'essaie de laisser beaucoup de parole aux patients en consultation. Il y a un biais majeur là-dedans, hein, quand c'est mesuré. Les médecins ont l'impression de laisser beaucoup la parole aux patients. Et les patients, quand on les interroge derrière et qu'on mesure, en fait, ils ont eu très, très peu de temps. Donc, il y a des biais qu'on peut mesurer et qu'on peut mesurer notamment dans ces études en direct. Si vous avez donc des questions qui vous viennent à l'issue donc de ce webinaire, vous pouvez donc nous contacter sur ce mail si vous avez donc des questions subsidiaires. Nous serons donc ravis de pouvoir y répondre. Et encore une fois, merci à toutes et à tous donc d'avoir participé à ce webinaire et pour toutes ces questions. Nous vous transmettrons donc la rediffusion